commentaires ont été enregistrés. Que des commentaires positifs, ça va. Bonjour tout le monde. Asseyez-vous s'il vous plaît, on a vraiment pour 3 minutes. On m'entend? Hein? Le mec, c'est trop chiant. On vient juste vous parler du coup de l'association du don du sang. C'est en collaboration donc avec l'EMG, l'association des étudiants en médecine de Genève, et aussi les HUG. Et on va vous expliquer pourquoi on est là ce matin. La première question à se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de sang? Il y a plusieurs raisons. La première, ça peut être les cancers. Pour un traitement de cancer, on peut avoir besoin de 30 dons ou plus de sang. Pour les accouchements avec complications, c'est aussi 30 dons à peu près. Pour les interventions chirurgicales aussi, on peut avoir besoin de sang. Et pour les accidents traumatiques, par exemple de la voie publique, etc., on a régulièrement besoin de sang. Donc c'est pour plusieurs raisons, on a besoin de sang. Là, c'est l'image du centre de transfusion sanguine au HUG. C'est le petit Lucas qui vous remercie d'avoir sauvé sa maman suite à un accouchement avec complications. Et c'est écrit « Donner son sang peut sauver des vies ». C'est un peu le message qu'on essaie de vous faire passer aujourd'hui. C'est un simple geste qui peut sauver une vie entière. Sans donneur de sang, en fait, le système de santé ne pourrait pas fonctionner, simplement parce que le sang, ce n'est pas quelque chose qui est produit en laboratoire. Et donc, il est nécessaire d'avoir des donneurs. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, pour essayer de vous recruter en tant que donneur. Alors voilà, maintenant brièvement, on va vous mentionner des différentes dates, en fait, ce pourquoi on est là. Donc comme Paul a affirmé à l'instant, donc on a des stocks de poches de sang qui sont très très bas, dangereusement bas depuis récemment. Vous voyez que là, ça date du 14 octobre, donc c'est vraiment très récent. Et donc, si vous connaissez déjà votre groupe sanguin, vous pouvez voir un peu où est-ce que vous en êtes. Mais dans tous les cas, peu importe votre groupe sanguin, on vous encourage vraiment grandement à aller donner votre sang. Et en fait, si on est là ce matin pour vous parler, c'est justement parce que notre association organise une collecte de sang en collaboration avec justement les HUG et le centre de transfusion sanguine. Les inscriptions, ça va se dérouler le 28 et 29 octobre. Tout va être rappelé par Mathéo à la fin de la présentation, mais ça se déroule le 28 et 29 octobre à Unimail et à Sciences 2. Malheureusement pas au CMU, mais vous pouvez vous faire le déplacement jusqu'à Unimail ou Sciences 2 pour vous inscrire. Et la collecte, elle a lieu à peu près un mois plus tard, directement à Unimail uniquement cette fois-ci. Ça sera le lundi 24 et mardi 25 novembre de cette année. Alors voilà, brièvement pour vous expliquer les contre-indications principales. Donc on a le changement de partenaire dans un délai inférieur à 4 mois. Donc peu importe si les rapports sont protégés ou non, ça ne change rien. On a aussi les maladies de jour J, forcément les IST, mais même si vous avez un petit refroidissement, de la fièvre ou une petite grippe, ben voilà, vous ne serez pas éligible pour le don du sang ce jour. Vous avez les voyages, ça je vous conseille d'aller sur Travel Check, sur le site de la transfusion sanguine. Vous pouvez noter le pays dans lequel vous avez séjourné et après ils vont vous annoncer si vous êtes éligible ou pas, ou si vous avez une date à respecter, un délai à respecter pour pouvoir être éligible. Et sinon, dernier, les aiguilles non médicales dans un délai inférieur aussi à 4 mois, que ce soit les tatouages et les piercings, c'est aussi contre-indiqué pour le don du sang. Et pour le déroulement d'un don, donc avant le don, c'est vraiment primordial de bien manger, bien boire, parce qu'on va quand même vous prélever à peu près 500 ml de sang, donc 1 demi-litre, donc 450 ml pour le don et 50 ml pour les examens. Il faut éviter le café et le thé, donc, parce que c'est des boissons diurétiques. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous allez le voir très prochainement avec Eric Ferraille. Mais en gros, voilà, buvez beaucoup d'eau et bien mangez avant le don, et ça va bien se passer. Alors, lors de la collecte, en résumé, vous allez passer par 4 étapes. Donc, vous allez remplir un formulaire et puis vous allez vous entretenir avec un infirmier ou une infirmière pour justement discuter de ce formulaire et puis vérifier la tension et puis votre fer. Et après, la prise de sang va se dérouler environ en 10 minutes. Donc, c'est lorsque vous allez donner votre don. Et pour finir, la partie la plus importante pour vous, c'est le sandwich et les petits encas. Donc, il y aura des boissons et des chocolats qui sont offerts. Et voici la slide en fait la plus importante, si vous voulez la prendre en photo, c'est celle-là. Donc c'est la journée des inscriptions qui se déroulera à Unimail et à Sciences 2 seulement, le mardi 28 et le mercredi 29 octobre, donc de 11h45 à 14h15. Et la journée de collecte donc, du don du sang qui se déroulera à Unimail
donc le lundi 24 et le mardi 25 novembre, de 8h à 15h. Donc on sait que vous êtes en première, donc vous avez peu de temps, mais si vous arrivez à le faire, ce serait vraiment génial. Et, merci pour votre attention. Et n'hésitez pas aussi à vous renseigner sur la page Insta, donc @GE don du sang. Et bonne continuation dans vos études. Merci pour votre attention. J'ai une question, parce qu'il y a peut-être des gens qui ne sont pas disponibles aux dates que vous indiquez, mais il y a toujours le don du sang ouvert devant l'hôpital, hein, sur la gauche. Ouais. Alors, Okay. Il y a plus d'infos aussi sur le site des HUG et le site de centre de transfusion sanguine, où en fait vous pouvez faire des dons quand vous voulez sur réservation. Et puis vous pouvez le faire aussi en même temps que vos amis, essayer de trouver le même créneau horaire, et comme ça vous le faites ensemble, si vous n'arrivez pas à le faire à Unimail. Bonne journée. Ah non. Merci beaucoup. Au revoir. Alors. Voilà. Ok, aujourd'hui on parle de synthèse de protéines. Ah ben non, vous l'avez déjà fait ça, la semaine dernière avec l'un de mes collègues, Oliver Hartley. Mais on parle en fait d'une catégorie particulière de protéines qui sont synthétisées et qui sont sécrétées. Tout ce que vous a dit Monsieur Hartley à propos de la synthèse des protéines reste juste pour toutes les protéines dont on va parler pour leur synthèse. Mais vous allez voir, on rajoute un élément de complexité. Je commence avec cette magnifique image d'histologie. Tout le monde a reconnu, bien sûr, un pancréas. Et je dis image, je ne dis pas photo, parce que c'est un dessin. Ça, c'est la grande période du 19e siècle, où on n'a pas encore inventé la photo, en tout cas, on ne l'utilise pas, la photo argentique. Et donc, quand on a des coupes d'histologie, on les dessine à la main et ça donne ça. Respect. Et encore, hein, j'ai pris qu'un petit bout de la page, parce que c'était une page entière. L'histoire du pancréas, et c'est pour ça que je commence avec ça, c'est une histoire qui remonte il y a longtemps. On sait depuis très longtemps que le pancréas est un organe qui est lié à la digestion. Ça déverse dans l'intestin, on ne va pas rentrer dans le détail, des enzymes de la digestion. Et toutes ces structures que vous voyez là, c'est la partie du pancréas qui fabrique des enzymes de digestion et puis qui va les déverser dans l'intestin. La partie qu'on appelle exocrine, qui sécrète dans la cavité que représente l'intestin. En 1869, un jeune étudiant de 22 ans, en faculté de médecine, observe des coupes d'histologie et il remarque que, oui, d'accord, il revoit ce qu'on lui a appris. Oui, il y a toute cette partie qui sécrète des enzymes de la digestion. Et puis il voit ça, il remarque ça. Des petits paquets de cellules un peu mal fichus, pas très structurés, qui forment des îlots au milieu de cet organe. Et on les appelle aujourd'hui les îlots de Langerhans, parce que c'est la première fois qu'on découvre dans le pancréas quelque chose d'autre. Ce que découvre Langerhans, c'est que dans le pancréas, il y a une deuxième structure, en plus de celle qui fabrique des enzymes de digestion. 20 ans plus tard, Oskar Minkowski, lui, il étudie le rôle du pancréas dans la digestion. Et ce qu'on fait à l'époque, c'est qu'il a des chiens, il leur a fait subir une ablation du pancréas, et les chiens deviennent très malades, et il les observe, il essaye de comprendre ce qui se passe, et il remarque que les chiens sont couchés sur de la paille, et les chiens malades, sur cette paille, il y a plein de mouches. Et alors, il se dit, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Et là, il a sa grande idée de génie, courante chez les médecins de l'époque. Il goûte l'urine
et il découvre qu'elle est sucrée. C'est pour ça qu'elle attire les mouches. Il vient de réaliser que ces chiens, à qui on a retiré le pancréas, sont diabétiques. Et ça, c'est la deuxième grande découverte du XIXe siècle sur le pancréas, c'est à dire le pancréas est un organe qui est lié au diabète. La recherche continue, vers 1900 à peu près, on se rend compte qu'en plus, les gens qui sont diabétiques, qui deviennent diabétiques, il n'y a plus d'îlots de Langerhans dans leur pancréas, en tout cas dans certains cas. Donc, les îlots de Langerhans protègent contre le diabète. Et quand on perd les îlots de Langerhans, le diabète se déclenche. Donc, les îlots de Langerhans doivent sécréter quelque chose qui permet de contrôler le taux de sucre dans le sang, de glucose dans le sang. Et comme c'est un produit qui est sécrété par les îlots de Langerhans, eh ben, on se dit, bon, ok, il y a quelque chose qui est sécrété qu'on va appeler l'insuline. Insuline, insula, une île. Et tout le monde se met à la recherche de l'insuline. Et c'est très compliqué parce que, vous voyez, vous avez ici du pancréas. Donc si je prends un pancréas et puis que j'essaye d'isoler le produit de sécrétion des îlots de Langerhans, alors que les îlots représentent à peu près 1%, quelques pourcents de la masse du pancréas, c'est un premier problème. Mais en plus, le reste du pancréas, il est composé d'un tissu qui est bourré d'enzymes de digestion. Donc si je prends un pancréas et puis que je l'homogénise, ben les enzymes de la digestion digèrent instantanément tout ce qu'il y a, y compris l'insuline. Donc il doit y avoir de l'insuline, mais comment réussir à purifier l'insuline à partir de ce pancréas? Et ça, la personne qui a fait ça, c'est Frédéric Banting. Banting, c'est génial. Le gars, il lit un article le 30 octobre 1920 qui décrit que chez un patient chez qui le canal pancréatique est obstrué, donc il a eu un calcul qui bloque le déversement des enzymes de la digestion du pancréas dans l'intestin. Et ce qu'on a observé chez ce patient, c'est ce que décrit cet article, c'est que la partie du pancréas qui fabrique les enzymes de restriction dégénère. Et Banting se couche, il passe une très mauvaise nuit, il réfléchit à ça, et le matin, il écrit ça. Alors, je vous l'ai retranscrit en français et de façon lisible. Diabétus, ligaturer les canaux pancréatiques de chiens. Il se dit, on va pouvoir faire la même chose chez des chiens. Je garde les chiens en vie jusqu'à ce que les cellules acineuses, celles qui fabriquent les enzymes de digestion, dégénèrent, et il me restera dans le pancréas uniquement les îlots. Et ensuite, essayer d'isoler la sécrétion des îlots pour soulager la présence de glucose dans l'urine, c'est-à-dire le diabète. Ça, c'est coup de génie, ça arrive comme ça, le coup de génie. Il va voir, mais c'est vrai, il va voir, parce qu'il n'a pas de labo, lui, hein, il n'est pas du tout dans le domaine de la recherche à ce moment-là. Il va voir un professeur qui dirige un laboratoire de recherche. Je vous le fais bref. Il commence les manips le 14 avril 1921 et le 11 janvier 1922, donc mai, juin, juillet, août, septembre, 9 mois plus tard, Leonard Thompson, un jeune diabétique de 13 ans au seuil de la mort, reçoit la première injection d'insuline. Ils ont travaillé pendant tout l'été pour purifier l'insuline, pour trouver une méthode de purification. Et maintenant, ils ont une première PrEP suffisamment pure. Ils l'injectent à ce jeune diabétique. Et voilà, son diabète est contrôlé. C'est une des plus grandes découvertes de la médecine de cette époque. On peut purifier de l'insuline et puis on peut l'injecter. Et de cette façon-là, on peut contrôler le diabète. L'insuline, ça va être un sujet de travail énorme pendant les années qui vont suivre. Découverte et purification, prix Nobel en 1923, mais à juste titre, c'était tellement énorme.
C'est la première protéine dont on va déterminer la séquence, 1958, prix Nobel. C'est une des premières protéines dont on va déterminer la structure atomique tridimensionnelle, 1969. Et le sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la sécrétion. Là aussi, il y a eu un prix Nobel qui est tombé en 1974 sur comment est-ce qu'on sécrète des protéines. Parce que le quiz, quand même, c'est que pour pouvoir fabriquer de l'insuline, parce que c'est le but, pour pouvoir fabriquer de l'insuline, il faut comprendre comment sont synthétisées les protéines et comment elles sont triées, et ensuite comment elles sortent de la cellule, comment elles sont sécrétées. Pour pouvoir mimer ça, on a besoin de comprendre ce qui se passe. Or, vous avez eu un cours sur la synthèse des protéines. La synthèse des protéines, ça se passe dans la cellule. Et vous avez eu un cours avec moi sur les membranes, où je vous ai expliqué que les membranes, c'est une barrière, et les protéines, c'est des grosses molécules hydrophiles, ça ne passe pas à travers une membrane. Alors comment est-ce qu'on fait pour synthétiser de l'insuline dans la cellule et pour qu'elle se retrouve hors de la cellule à la fin? Et ça, c'est un sujet qui va, pendant près d'un siècle, animer la recherche sur l'insuline pour réussir à fabriquer de l'insuline sans avoir besoin de la purifier à partir d'organes de pancréas d'animaux. Alors, commençons par la synthèse des protéines. Et dans cette première heure, je vous parle de la synthèse des protéines et de son triage. Comment est-ce qu'on synthétise des protéines? Et une fois qu'elles sont synthétisées, qu'est-ce qu'elles deviennent dans la cellule? Donc d'abord, synthèse des protéines. Vous avez eu un cours là-dessus. C'est la fonction principale des ribosomes. Les ribosomes assurent la synthèse de protéines. Vous reconnaissez cette diapositive. Il y a un ARN messager, il y a un ribosome qui s'est mis dessus, petite unité, grosse sous-unité. Le ribosome lit l'ARN messager. Ça, c'est de la révision. Vous avez tout vu avec M. Hartley. Vous criez s'il vous a dit quelque chose de différent, mais je pense que ce serait étonnant. On commence à synthétiser la protéine au fur et à mesure que le ribosome lit. Quand il arrive à un codon stop, on cesse la synthèse de la protéine. On commence par l'extrémité N-terminale, on finit par l'extrémité C-terminale, et puis le ribosome se désassemble, se détache de cet ARN messager. Et les ribosomes, dans la cellule, sont présents dans le cytosol. Une exception, un tout petit nombre de protéines sont synthétisées dans les mitochondries. Donc ça, c'est l'exception qui représente quelques protéines, mais il y a effectivement à l'intérieur des mitochondries des ribosomes capables de synthétiser des protéines. Ok, une fois synthétisées par des ribosomes qui sont présents dans le cytosol, que deviennent les protéines? Alors bien sûr, la première chose qu'elles peuvent faire, c'est rester dans le cytosol, et on parlera dans plusieurs cours d'éléments, de protéines qui restent dans le cytosol et qui accomplissent des fonctions différentes dans le cytosol. Vous verrez ça également dans de très nombreux cours, par exemple signalisation intracellulaire. L'autre alternative, c'est sortir du cytosol et aller dans le noyau de la cellule. Alors ici, vous avez une image de microscopie électronique qui est zoomée à la transition entre le cytosol, qui est ici, et puis le noyau qui est là. Donc ce qu'on voit, c'est que ce qui sépare le cytosol du noyau, c'est une membrane, un espace, une autre membrane. Ensemble, ces deux membranes forment ce qu'on appelle l'enveloppe nucléaire. On ne dit pas la membrane nucléaire parce qu'il y en a deux. L'enveloppe nucléaire est formée d'une membrane interne, d'une membrane externe. Juste pour être bien clair, si je zoomais à fond sur cette membrane ou sur cette membrane, je verrais une membrane, c'est-à-dire une bicouche lipidique à chaque fois. Vous voyez aussi, ce qui est flagrant ici, c'est qu'il y a des replis de la membrane qui se forment régulièrement, par exemple ici et ici. Et là, il y a une communication directe entre le cytosol et l'intérieur du noyau. Et ce qu'on voit aussi assez bien, c'est que, ok, il y a une communication directe, il n'y a pas de membrane sur le chemin, en revanche, il y a quelque chose là.
Il y a un amas de protéines que vous pouvez voir, donc vous ne distinguez pas le détail de la structure. Ici aussi. Ici. Ça, c'est ce qu'on appelle les pores nucléaires. Les pores dans l'enveloppe nucléaire qui mettent en communication le cytosol avec l'intérieur du noyau. On peut regarder avec une technique différente de microscopie électronique un noyau. Vous voyez ici une partie de l'enveloppe du noyau. La membrane interne est préservée. Et vous voyez ici les pores nucléaires qui sont présents. Donc, nombreux pores nucléaires dans l'enveloppe nucléaire. Si on zoome, vous voyez qu'on distingue ici la structure propre à chaque pore nucléaire avec des protéines que vous voyez ici comme des petits grains. On n'a pas le détail. Il y a eu un énorme travail qui a été fait sur la composition de ces pores nucléaires que je vous montre ici. C'est exprès que je ne vous donne pas cette diapo dans les diapositives du cours parce que je ne voudrais surtout pas que vous appreniez par cœur quoi que ce soit à ce propos. Donc non, il n'y a pas de question à l'examen sur est-ce que la protéine NUP 358 se trouve dans le cytosol ou à l'intérieur du noyau. Ce qui est intéressant à voir, c'est que voilà ici les replis de la membrane. Vous voyez la membrane interne, la membrane externe de l'enveloppe nucléaire, qui se replie ici. Là, il y a un passage direct possible entre le cytosol et le noyau. Et ici se trouve toute une série de protéines. Certaines sont transmembranaires, et puis d'autres sont attachées sur ces protéines transmembranaires, et ensemble, elles forment le pore nucléaire. Donc un gros assemblage protéique dont la fonction principale est de contrôler qui rentre et qui sort du noyau. Donc c'est à ce niveau-là que se fait la sortie des ARN messagers en particulier, mais pas que. Les ARN qui sont synthétisés dans le noyau, ils sortent, ça se passe au niveau des pores nucléaires. Et les protéines qui sont synthétisées dans le cytosol et qui doivent gagner le noyau, elles sont transportées au niveau du pore nucléaire. C'est un transport qui est sélectif, on sait comment ça marche, on connaît l'ensemble de ces mécanismes, je ne vous le décris pas en détail, mais c'est la fonction du pore nucléaire de décider qui passe du cytosol vers l'intérieur du noyau, voire qui peut ressortir du noyau jusqu'au cytosol. Certaines protéines restent tout le temps dans le cytosol, certaines, après leur synthèse, gagnent l'intérieur du noyau et y restent tout le temps. Vous en connaissez ? Les protéines qui sont tout le temps à l'intérieur du noyau ? Les histones, qui se lient à l'ADN, ou bien les ARN polymérases dont vous avez entendu parler dans vos cours précédents, ou les ADN polymérases dont vous avez entendu parler. Ça, c'est des protéines dont la fonction est entièrement à l'intérieur du noyau. Et puis, il y en a d'autres qui vont rentrer et sortir du noyau, et ça peut avoir un rôle de régulation ou de communication entre le noyau et le cytosol. Et donc tout ça se règle au niveau des pores nucléaires. Deuxième destinée possible pour une protéine qui a été synthétisée dans le cytosol, c'est une translocation dans la mitochondrie. Alors les mitochondries, ce sont des organites, des compartiments très particuliers dans la cellule. Ils ont cette particularité que, à l'origine, une mitochondrie, c'est une bactérie qui a envahi une cellule et puis qui est devenue symbiotique. Et donc toutes les cellules eucaryotes, toutes les cellules qui ont un noyau, qui ont des compartiments internes, dérivent de cet événement. Les mitochondries ont un rôle très important. D'ailleurs, dans Star Wars, eh bien, la force, vous savez la force, que la force soit avec toi. La force, elle est conférée par les midi-chloriens. C'est pour ça que les Jedi ont la force. C'est parce qu'ils ont beaucoup de midi-chloriens. Midi-chlorien, c'est en fait un mot qui est formé à partir de mitochondrie et chloroplastes, une structure équivalente à l'intérieur des cellules végétales. Donc le scénariste avait quand même des bases de biologie cellulaire parce qu'il sait que la mitochondrie est le site de synthèse d'énergie dans la cellule. Et donc cette citation « His cells contain a high concentration of midi-chlorian », ça c'est pour celui qui malheureusement deviendra Darth Vader. « The force is strong with him ». Voilà une mitochondrie, ici. Très belle image de microscopie électronique. Et vous voyez que si on
regarde ici en détail, il y a là aussi deux membranes qui entourent la mitochondrie, qui délimitent la mitochondrie. Une membrane interne, un espace entre les deux membranes, une membrane externe. La membrane interne, vous voyez, forme des replis qu'on appelle des crêtes mitochondriales. Et l'intérieur de la mitochondrie, cette partie-là, c'est la matrice, membrane interne, l'espace entre les deux membranes, espace intermembranaire, la membrane externe. Hors de grandeur, hein, c'est un compartiment qui fait 500 nanomètres ou 1 micron de taille. C'est déjà beaucoup plus petit que le noyau. Hein. Et vous allez voir très en détail dans vos cours sur le métabolisme que la fonction principale de la mitochondrie dans la cellule, c'est la respiration cellulaire, et en particulier la respiration cellulaire qui permet de synthétiser de l'ATP. Comment est-ce qu'une protéine qui est dans le cytosol, qui a été fabriquée dans le cytosol, gagne l'intérieur de la mitochondrie? Alors on peut faire une expérience très simple pour étudier comment ça se passe. D'abord, on met dans un tube à essai tout ce qu'il faut pour faire la synthèse de protéines in vitro. Donc on met un ARN messager qui code pour une protéine mitochondriale, on met des ribosomes, on met tout ce qu'il faut, tous les ARN de transfert, enfin, tout ce que vous avez vu dans vos cours de biologie moléculaire, et puis on fait cette synthèse. La synthèse est maintenant finie, on ajoute dans le tube des mitochondries purifiées et on regarde ce qui se passe. Et ce qu'on constate, c'est que les protéines qui ont été synthétisées dans le tube, donc qui sont déjà synthétisées, quand on ajoute les mitochondries, elles sont transportées à l'intérieur des mitochondries. Ça a été ça aussi très bien étudié, donc on sait comment ça marche, on sait quels sont les mécanismes qui permettent aux protéines de traverser les membranes de la mitochondrie. Je ne veux pas rentrer en détail ici pour deux raisons. D'abord parce que c'est long et compliqué, beaucoup de noms de protéines, et finalement le concept c'est juste qu'il y a des protéines qui font le boulot. Et la deuxième raison, c'est que c'est un système qui ressemble beaucoup au système que je vais vous décrire juste derrière, qui permet de transporter des protéines à travers la membrane du réticulum endoplasmique. Mais ce qu'il faut retenir de cette expérience, c'est que l'insertion des protéines à l'intérieur de la mitochondrie, c'est un phénomène qui est post-traductionnel, après que la traduction de la protéine ait eu lieu. Donc quand la protéine a déjà été produite, dans un deuxième temps, elle est transportée jusque dans la mitochondrie. Il y a un système de triage qui reconnaît les protéines qui doivent aller dans la mitochondrie et qui transporte à l'intérieur de la mitochondrie seulement les protéines adéquates. Ce qu'on va détailler aujourd'hui, parce que c'est le sujet qui est le plus important pour nous dans notre optique où on étudie la sécrétion des protéines, c'est l'insertion des protéines dans un autre compartiment, le réticulum endoplasmique. Alors d'abord, le réticulum endoplasmique, c'est quoi? Si vous regardez ici en microscopie électronique, vous avez une image qui vous montre d'une part des mitochondries, en voilà une autre. Vous voyez, double membrane, crête mitochondriale, pas très bien préservée ici. En revanche, le réticulum est magnifiquement préservé. Vous voyez ici une citerne qui a été coupée et que vous voyez donc comme un tube en 2 dimensions, mais qui correspond à une citerne de réticulum endoplasmique. Et vous voyez qu'elle est décorée par des petits points noirs. Ce sont des ribosomes. Vous voyez aussi que ici, vous avez, pareil, du réticulum endoplasmique avec ces ribosomes qui le décorent, et puis c'est continu avec une autre partie où il n'y a pas de ribosome attaché. Et ça vous montre que le réticulum endoplasmique a 2 fonctions principales. La première dont on va beaucoup parler, c'est la synthèse de protéines. C'est en lien avec la synthèse de protéines. C'est là où il y a les ribosomes, bien sûr. Et la deuxième, la partie où il n'y a pas de ribosome attaché, c'est ce qu'on appelle le réticulum endoplasmique lisse. Quand il y a des ribosomes, c'est le réticulum endoplasmique rugueux. Le réticulum endoplasmique lisse a pour fonction d'être un des grands sites de synthèse de phospholipides dans la cellule. Les phospholipides, les lipides qui forment des membranes à l'intérieur de la cellule. Plus en détail, je reviens sur cette image où vous avez le noyau,
Et là, vous voyez, réticulum endoplasmique, une membrane. Hein. Donc vous avez le cytosol, une membrane avec des ribosomes collés dessus, et puis l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc le réticulum endoplasmique est séparé du cytosol par une membrane, c'est-à-dire une bicouche lipidique. Si vous regardez maintenant au niveau d'une cellule entière, parce que là je zoome, c'est compliqué de se représenter ce que ça donne sur une cellule entière. Si on prend une cellule entière et qu'on colore une des protéines du réticulum endoplasmique par immunofluorescence, on obtient cette image où vous voyez ici le noyau, ici une cellule, et puis ce réseau de réticulum endoplasmique. Alors pourquoi ça s'appelle réticulum endoplasmique au fait? Réticulum, ça veut dire filet. Parce que ce qu'on voit là, c'est une structure un peu comme un filet interconnecté qui s'étend dans la cellule, donc à l'intérieur de la cellule, endoplasmique. Donc réticulum endoplasmique, le filet dans les cellules. C'est comme ça qu'on l'a observé au départ. Une autre image qui vous montre ici, vous voyez très bien cette structure interconnectée, ce compartiment qui s'étend dans tous les sens, interconnecté dans toute la cellule. Et puis, on le devine sur ces images, mais vous allez devoir me croire quand je vous le dis, le réticulum endoplasmique, il est continu avec l'enveloppe nucléaire. Donc, vous avez vraiment l'enveloppe nucléaire qui s'étend dans le cytosol pour former ce réticulum endoplasmique. Ça, c'est l'observation morphologique de ce compartiment. Ça ne dit rien pour le moment sur sa fonction, sinon que le fait de voir des ribosomes collés sur un compartiment, ça suggère qu'il y a une histoire qui a à voir avec la synthèse des protéines. Alors comment se passe l'insertion, comment se passe le transport des protéines depuis le cytosol, où elles sont synthétisées par des ribosomes qui sont présents dans le cytosol, jusqu'à l'intérieur du réticulum endoplasmique? Je vous propose ici une expérience qui est exactement la même que celle que je vous ai montrée pour les mitochondries, mais au lieu d'utiliser un ARN messager d'une protéine mitochondriale, on utilise un ARN messager d'une protéine dont on sait qu'elle doit aller dans le réticulum endoplasmique. Donc on mélange cet ARN messager avec tout ce qu'il faut pour faire la synthèse de protéines, donc en particulier des ribosomes, dans un premier temps, et puis les protéines sont synthétisées. Ensuite, dans un deuxième temps, on ajoute des microsomes, une préparation de réticulum endoplasmique purifié. Et on observe, et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit rien. La protéine qui a été synthétisée, et qui est déjà synthétisée, ne peut pas, dans un deuxième temps, être transportée vers l'intérieur du réticulum endoplasmique. Donc, il n'y a pas d'insertion après que la protéine a été synthétisée, il n'y a pas d'insertion post-traductionnelle. Même expérience, mais maintenant, au lieu de faire la synthèse d'abord et ensuite d'ajouter le réticulum endoplasmique, je mets dans le tube l'ARN messager, les ribosomes, tout ce qu'il faut, et le réticulum endoplasmique en même temps. Donc maintenant, la synthèse de la protéine se passe en présence du réticulum endoplasmique. Et ce qu'on voit, c'est que dans cette situation, les ribosomes, quand ils fabriquent des protéines destinées au réticulum endoplasmique, en même temps qu'ils fabriquent la protéine, ils l'injectent dans le réticulum endoplasmique. Donc on dit que dans ce cas-là, il y a une insertion co-traductionnelle. Donc l'insertion des protéines, elle se fait au moment de la synthèse des protéines. Insertion co-traductionnelle. Alors résumé, pour reprendre rapidement ce dont on vient de parler. Donc, quand une protéine est synthétisée, elle peut devenir, elle n'a pas énormément d'options. Option numéro 1, elle est synthétisée dans le cytosol, elle reste dans le cytosol. Option numéro 2, elle est synthétisée dans le cytosol, elle va à l'intérieur du noyau. Option numéro 3, elle est synthétisée dans le cytosol et après, elle est reconnue par les mitochondries, captée par les mitochondries, transportée dans les mitochondries. Option numéro 4, elle est au moment de sa synthèse, elle est synthétisée par un ribosome qui est présent dans le cytosol, mais au moment de sa synthèse, elle est injectée dans le réticulum endoplasmique. Et ça, c'est les 4 options, et il n'y en a pas d'autres.
résumé ici. OK. Donc, maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est ces protéines qui vont aller dans le réticulum endoplasmique. Comment est-ce que ça marche? Quel est le mécanisme qui permet de reconnaître ces protéines, d'une part, de dire cette protéine-là, elle doit aller dans le réticulum endoplasmique, et d'autre part, de faire le transport à travers la membrane du réticulum. Premièrement, comment est-ce que la cellule reconnaît qu'une protéine doit aller dans le réticulum endoplasmique au moment de sa synthèse? Si on regarde des protéines qui sont des protéines insérées dans le réticulum endoplasmique, ce qu'on constate, c'est qu'elles ont typiquement une structure avec, à l'extrémité N-terminale, c'est important, l'extrémité N-terminale, c'est la première partie de la protéine qui est synthétisée. À l'extrémité N-terminale, il y a ce qu'on appelle une séquence signal. Alors c'est une séquence, il y a quelques charges plutôt positives, quelques acides aminés chargés plutôt positivement, puis 8 à 12 acides aminés plutôt hydrophobes, et puis ensuite à nouveau quelques acides aminés chargés, et puis un site qui permet de couper avec une protéase. Donc c'est pas très précis ce que je vous donne comme séquence signal, parce que ce n'est pas précis. Chaque protéine a une séquence signal différente, mais toutes les séquences signal se ressemblent un peu entre elles. Et après, derrière cette séquence, il y a la protéine mature, le reste de la protéine. Et quand on regarde la protéine qui a été synthétisée, qui est soit dans le réticulum, soit même qui a été transportée ailleurs, eh bien on constate qu'il n'y a que ça qui reste, et la partie séquence signal a été perdue. Donc il y a deux éléments dans toutes ces protéines qui rentrent dans le réticulum. La séquence à l'extrémité N-terminale, le reste de la protéine. Expérience, on peut faire synthétiser à une protéine, à une cellule, on peut faire synthétiser à une cellule une protéine qui a une séquence signal attachée à la protéine, et on constate que cette protéine, elle se fait insérer dans le réticulum endoplasmique. On prend une autre cellule et on lui fait fabriquer la même protéine qui n'a pas de séquence signal. Donc elle commence directement avec la séquence de la protéine mature. Et qu'est-ce qu'on voit? La protéine n'est pas insérée dans le réticulum endoplasmique, elle reste dans le réticulum endoplasmique, elle reste dans le cytosol, et ça veut dire que cette protéine, que la séquence signal de la protéine est nécessaire pour l'insertion dans le réticulum endoplasmique. Je prends une voiture, je ouvre le moteur, je retire un morceau, il y a une très forte chance que la voiture ne va plus fonctionner. Beaucoup des pièces qui sont dans la voiture sont nécessaires pour que la voiture fonctionne. Être nécessaire, ça veut dire je fais partie de tous les trucs qui sont nécessaires. Autre expérience. Vous prenez une protéine qui est normalement une protéine synthétisée qui reste dans le cytosol. Elle n'a pas de séquence signal. Effectivement, dans cette expérience, elle est synthétisée, elle reste dans le cytosol. Vous lui ajoutez devant, donc vous faites synthétiser à la cellule une protéine chimérique qui a une séquence signal, puis la séquence de cette protéine cytosolique. Et cette protéine, elle est insérée dans le réticulum endoplasmique. Et donc, la séquence signal est suffisante pour qu'une protéine soit reconnue et soit insérée dans le réticulum endoplasmique. Donc, on vient d'identifier que l'insertion dans le réticulum endoplasmique, la partie nécessaire de la protéine est suffisante, c'est cette séquence signal. Et donc le terme est choisi pour ça. Cette séquence à l'extrémité N-terminale, c'est elle qui indique à la cellule que la protéine doit être insérée dans le réticulum endoplasmique, c'est elle qui porte le signal d'insertion dans le réticulum endoplasmique. OK, comment ça marche? Comment se fait le transport à travers la membrane jusqu'à l'intérieur du réticulum endoplasmique? D'abord, alors, je sais que vous avez déjà vu tout ça avec M. Hartley. Donc, vous connaissez le ribosome. Un ribosome arrive, il est sur un ARN messager, il commence à fabriquer une protéine. Et il se trouve que cette protéine n'est pas une protéine cytosolique, mais c'est une protéine qui doit aller dans le réticulum endoplasmique, c'est-à-dire une protéine qui porte une séquence signal. Et donc,
voilà le ribosome qui commence par fabriquer l'extrémité N-terminale de la protéine. C'est normal, c'est comme ça que ça se passe. C'est là qu'est la séquence signal. Cette séquence signal, quand elle émerge du ribosome, elle est reconnue par une protéine qu'on appelle la SRP, la Signal Recognition Protein, la protéine de reconnaissance du signal. La SRP se lie sur la séquence signal et elle interrompt la synthèse. Donc, le ribosome reste attaché à l'ARN messager, mais il cesse de scanner et de synthétiser de la protéine. Deuxième étape, la SRP se lie sur son récepteur en emmenant avec elle le ribosome. Le récepteur, il est, ce n'est pas une coïncidence, présent dans la membrane du réticulum endoplasmique. Et donc le ribosome se retrouve accolé à la membrane du réticulum endoplasmique. Le ribosome, pour le moment, il est synthèse interrompue. Il a commencé à synthétiser la protéine, mais il s'est arrêté. Dans la membrane du réticulum endoplasmique, il y a un énorme complexe protéique avec plein de protéines transmembranaires qui, ensemble, forment un pore de translocation de grande taille et qui est presque tout le temps fermé et qui est dans la membrane du réticulum endoplasmique. Une fois que que le ribosome se retrouve à proximité du pore de translocation, il est transféré sur le pore de translocation. La SRP se détache, le ribosome s'attache donc sur le pore de translocation, le pore de translocation s'ouvre et le ribosome reprend la synthèse de la protéine. Une des premières choses qui se produit, c'est que la séquence signal, qui a été le premier morceau qui rentre dans le réticulum endoplasmique, elle est coupée par une protéine qu'on appelle la signal peptidase, la peptidase qui coupe la séquence signal. Et puis le ribosome continue à synthétiser et à injecter dans le réticulum endoplasmique la protéine. On dit qu'il y a translocation de la protéine dans le réticulum endoplasmique. Et puis le ribosome arrive au bout de l'ARN messager, enfin il arrive au codon stop, la synthèse est achevée, la protéine est entièrement injectée dans le réticulum endoplasmique, elle a perdu sa séquence signal qui a été coupée très rapidement, le pore de translocation se referme, le ribosome se désassemble, et puis au total, cet ARN messager a été traduit et la protéine résultante a été injectée dans le réticulum endoplasmique. On fait une pause maintenant avant la suite. Donc, en microscopie optique, ça donne ça. Vous voyez, vous avez, même encore plus facilement ici, donc ces citernes entourées, en fait, si on regardait, entourées par une membrane, qui s'étendent un peu partout, interconnectées dans tous les sens, dans le cytosol. En microscopie électronique, si je zoome maintenant sur la partie où il y a le noyau, le cytosol, une mitochondrie, d'ailleurs ici une autre mitochondrie, du réticulum endoplasmique ici, avec une rugueux, puisque vous avez des ribosomes attachés.
ceux-là sont en train de synthétiser des protéines. Oui. Alors, cytosol, ici, c'est l'espace entre les compartiments. Ça, c'est le noyau, ça, c'est le réticulum, ça, c'est les mitochondries, puis l'espace qui reste entre, donc ici, cytosol, cytosol. C'est là que sont les ribosomes, en plein un autre. Lui, il est probablement en train de synthétiser une protéine, mais qui n'est pas une protéine qui est en train d'être injectée dans le réticulum endoplasmique, donc une protéine cytosolique. Elle n'avait pas de séquence signale, donc il ne s'est pas collé sur la membrane du réticulum. Et puis, ici, du réticulum endoplasmique, ici, du réticulum endoplasmique. Et on n'a pas sur cette image, et c'est très dur d'avoir l'image parfaite, comme toujours c'est plus compliqué, mais ici vous avez votre réticulum endoplasmique, et puis si vous aviez de la chance, vous verriez ici une connexion. On la devine, mais elle est moche. Mais c'est toujours moche, parce que probablement, mais ça n'a pas été décrit, probablement il y a quelque chose qui se passe ici de particulier. Donc, mais c'est connecté, et d'ailleurs vous voyez, dans la membrane, sur la membrane externe du réticulum endoplasmique, qui donc est continue avec la membrane du réticulum, la membrane externe du noyau, elle est continue avec la membrane du réticulum endoplasmique, et là aussi vous voyez des ribosomes qui sont connectés. Donc fonctionnellement, l'enveloppe nucléaire, c'est comme un sous-domaine du réticulum endoplasmique, qui juste, en plus, s'est collé sur sur le noyau. Je sais pas, probablement des petites imperfections de la coloration. Pas quelque chose d'intéressant. Ça, en revanche, ça, vous voyez, en revanche, ça là, ça pourrait être des ribosomes à l'intérieur des mitochondries. Puisqu'il y a un tout petit nombre de ribosomes dans les mitochondries. En fait, la quasi-totalité des protéines mitochondriales, y compris les protéines de la chaîne respiratoire, sont codées par des gènes. C'est comme ça que ça s'est passé. Il y a à peu près 2 milliards d'années, une bactérie, une protéobactérie, est rentrée dans une autre bactérie. Elle s'est fait manger par une autre bactérie, une archée. Vous savez, des choses comme ça. Vous avez raison. Par une archée. Et elles sont devenues symbiotiques. Au départ, elle avait certainement son génome à elle. Et petit à petit, les gènes de la mitochondrie, de ce qui est devenu la mitochondrie, ont été transférés dans le noyau de l'archée. Comme ça, les mitochondries, ce qui était avant la mitochondrie, ne prolifèrent pas trop. Et tu la cellule à chaque fois. Absolument, on peut dire que c'est vraiment une symbiose terminale, puisque là, vraiment, on imagine mal la mitochondrie repartir de la cellule en laissant derrière elle la quasi-totalité de son génome. Et on imagine mal aussi la cellule sans mitochondrie. Elle aurait du mal aussi. Mais on peut. Une bactérie débrouille très bien sans mitochondrie. Mais nous aurions du mal. Et donc les gènes ont été transférés, presque tous les gènes ont été transférés dans le noyau, et il reste un tout petit nombre de gènes dans le mini-génome de la mitochondrie. Et ceux-là correspondent à des protéines qu'on ne peut pas synthétiser puis injecter dans la mitochondrie. Alors, je n'ai pas la liste, mais il y en a genre une douzaine. C'est vraiment presque rien. Et quelques ARN également messagers. Et donc, c'est des protéines que le système ne réussit pas à les transporter à travers la membrane. Donc, si artificiellement, vous prenez ce gène, vous le délétez dans les mitochondries, puis vous le mettez dans le noyau, ça marche pas. Soit artefact, soit repli. Vous voyez, vous avez votre noyau comme ça. Là, je suis en confocal. Je coupe comme ça. Mais peut-être qu'il y a un repli du noyau qui fait ça. Mais si je devais dire, je dirais plutôt artefact. Un petit agrégat d'anticorps qui s'est mis là. En l'occurrence, qu'est-ce que c'est celle-là? Ça doit être la protéine DIC dont on parlera dans un autre cours. Une protéine du réticulum endoplasmique qui est à l'intérieur et qui reste dans le réticulum endoplasmique. Oui. Où est-ce qu'elle agit? Alors, vous allez avoir des cours là-dessus.
Alors, on vient de voir le mécanisme qui permet à la cellule de reconnaître une protéine qui doit être insérée dans le réticulum endoplasmique et puis d'insérer cette protéine dans le réticulum endoplasmique. Et puis un cas particulier, mais qui en fait correspond à énormément des protéines que vous allez étudier. Vous sortez d'un cours avec, enfin vous sortez pas, c'est lui qui sort, mais d'un cours avec Monsieur Desmorais, et lui il vous parle de pores, de canaux, de pompes, donc tout un tas de protéines transmembranaires, hein, qui dans le fond, en plus simple, vous avez aussi le récepteur de signalisation, le récepteur à l'EGF, une protéine transmembranaire avec un seul domaine transmembranaire. En général, quand c'est des protéines transmembranaires qui forment des canaux, il y a plusieurs domaines transmembranaires. Okay. Comment est-ce qu'on fabrique ces protéines-là et qu'on réussit à les mettre à l'intérieur de la membrane? Ça se passe également au niveau du réticulum endoplasmique. Et en fait, ça commence exactement pareil. Donc vous avez une protéine, elle commence à être synthétisée. Je vous décris ici le cas le plus simple de protéines transmembranaires qu'on insère dans le réticulum endoplasmique. Il y a plein de variantes sur ce que je vous décris. Vous avez une protéine, elle a commencé à être synthétisée. Elle a une séquence signal. La SRP se lie, elle bloque la synthèse, elle amène le ribosome sur le réticulum endoplasmique. En fait, à ce stade, ni le ribosome, ni la SRP, ni personne ne sait si cette protéine, ça va être une protéine qui a besoin d'être juste injectée dans le réticulum endoplasmique ou si c'est une protéine transmembranaire. La synthèse s'est arrêtée. On n'a pas lu encore l'entièreté de cet ARN messager. Tout ce qu'on a lu, c'est la séquence signal. La protéine, le ribosome se fait attacher sur le port de translocation qui s'ouvre, la synthèse reprend, la protéine est injectée et maintenant, variante, au lieu d'être juste injectée et puis ça s'arrête et puis la protéine est à l'intérieur du réticulum endoplasmique, il y a dans la séquence de l'ARN messager qui est en train d'être lu, il y a un domaine transmembranaire. Donc vous vous souvenez, on a vu ça ensemble, une vingtaine d'acides aminés, hydrophobes, qui vont s'arranger en hélice alpha. Et ça, le port de translocation reconnaît cette séquence. Il reconnaît que ça, c'est un domaine transmembranaire. Il bloque la translocation à ce niveau-là. La synthèse protéique, elle continue. Donc le ribosome continue à synthétiser la protéine, et ça va devenir le domaine qui se trouve dans le cytosol. Le port de translocation, il a coincé le domaine transmembranaire, et à la fin de la synthèse, il s'ouvre sur le côté, et il fait sortir dans le plan de la membrane la protéine qui se retrouve avec son domaine transmembranaire dans la bicouche lipidique. Je vous ai représenté ici la membrane comme un simple trait. Si je voulais vraiment passer le temps, je devrais vous dessiner tous les petits phospholipides, et puis ça aurait cette taille-là. D'accord ? Et donc votre protéine qui s'est fait reconnaître par le port de translocation, son domaine transmembranaire est resté coincé ici, et puis s'ouvre latéralement, et puis elle diffuse latéralement. Diffusion latérale, hein. Les protéines sont libres dans la bicouche lipidique de se promener. Diffusion latérale, elle sort et elle se retrouve dans la membrane du réticulum endoplasmique. Et ça, c'est le cas le plus simple de protéines transmembranaires avec un seul domaine transmembranaire. On appelle ça une protéine de type 1. Elle a une séquence signal qui lui dit d'aller au réticulum endoplasmique. Et puis son domaine transmembranaire est reconnu. Il y a plein de variantes là-dessus. Et en particulier, il y a beaucoup de protéines qui ont plusieurs domaines transmembranaires. Alors en fait, quand il y a plusieurs domaines transmembranaires, c'est au niveau du port de translocation que ça se joue. Le port de translocation est capable de reconnaître tous les domaines transmembranaires, les arranger comme il faut, avant de laisser sortir tout ça dans le plan de la membrane. Et puis alors, vous m'avez écouté religieusement, bon, vous n'avez pas le choix, hein, mais d'un autre côté, je vous ai promis de vous parler de la sécrétion des protéines, et pour le moment, je ne vous en ai pas parlé du tout, parce que je vous ai parlé de synthèse de protéines et de triage, et je vous ai décrit qu'il y a 4 destinations, le cytosol, je n'aurais pas dû mettre cytoplasme, le noyau, le réticulum endoplasmique, la mitochondrie, et c'est tout. Ah ouais, mais alors on avait dit qu'on allait parler de la sécrétion des protéines. Donc elles sont où les protéines sécrétées là-dedans? Ok, alors parlons de la sécrétion des protéines, il y a un lien, hein, je vous rassure. Parlons de la sécrétion des protéines. Et d'abord,
il y a des protéines qui sont sécrétées par les cellules, l'insuline par exemple. Comment est-ce que je peux savoir par où est passée une protéine qui est sécrétée hors de la cellule? Par quel compartiment elle est passée? Pour ça, on fait ce qu'on appelle des expériences de marquage et de chasse. Je vous décris d'abord le principe, puis après, on verra ce que ça donne quand on l'applique. Donc, une expérience de marquage et de chasse, le principe, c'est que d'abord, vous prenez une cellule, en voilà une, regardez. Ça, en fait, je vous la montre et je vous la remontre. Ça, c'est une cellule bêta du pancréas. Elle a un réticulum endoplasmique très développé, que vous voyez ici. Et puis, elle a ici tous ces granules qui contiennent de l'insuline. En fait, c'est une cellule qui est dédiée à la synthèse et à la sécrétion de protéines. La quasi-totalité des protéines qui sont synthétisées par cette cellule sont des protéines qui sont destinées à être sécrétées. Principalement de l'insuline, il y en a d'autres. Okay. Donc le but, c'est de prendre une cellule comme ça, et puis ce que je voudrais, c'est, je vais juste essayer de marquer toutes les protéines qu'il y a dans la cellule. Alors, si je marque toutes les protéines, ça n'a aucun intérêt. Je vais voir qu'il y a des protéines dans tous les compartiments, et que je n'aurai rien appris du tout. Ce que je veux faire, c'est marquer pendant 5 minutes les protéines que la cellule synthétise, et ensuite venir regarder. Donc je veux faire 5 minutes de marquage, et puis fixer ma cellule, et puis faire une coupe fine, et puis venir regarder en microscopie électronique, elles sont où ces protéines qui sont destinées à être sécrétées, puisque presque toutes les protéines synthétisées par cette cellule sont sécrétées. Mais quel est le premier compartiment dans lequel on les trouve? Ça, c'est une expérience de marquage. Le deuxième élément, c'est que je vais faire ça, je vais prendre une cellule, je vais la marquer pendant 5 minutes, et bien ensuite, je vais cesser le marquage. Donc les protéines qui ont été synthétisées pendant cette période de 5 minutes, elles vont se promener à l'intérieur de la cellule, et les protéines nouvellement synthétisées, elles ne seront pas marquées. Donc comme ça, je vais pouvoir voir ce que deviennent ces protéines-là. Par quel compartiment elles passent avant de se retrouver dehors. Et puis je vais identifier un deuxième compartiment de cette manière-là. Donc ce que je fais ici, c'est une période de marquage, et puis ensuite une période de chasse. La chasse, c'est cette période de 10 minutes, dans ce cas-là, où les protéines nouvellement synthétisées ne sont pas marquées, mais je regarde ce que deviennent les protéines qui ont été synthétisées pendant la période de marquage. Et puis je peux avoir des chasses de... En fait, le problème du marquage-chasse, c'est une mauvaise traduction de l'anglais. C'est chase en anglais. Chase, en réalité, ce serait plutôt filature. Donc j'ai marqué des protéines au moment de leur synthèse et ensuite je les observe. Ce n'est pas que je les chasse. Je peux faire une chasse plus longue, 30 minutes. Je vais repérer de cette façon tous les compartiments par lesquels passent mes protéines. Et puis à la fin, ces protéines marquées, elles devraient se retrouver dehors. Et je vais même pouvoir dire au bout de combien de temps, puisque je sais à quel moment elles ont été synthétisées pendant ces 5 minutes, combien de temps elles ont mis pour aller jusque dehors. Ça, c'est le principe. D'accord ? Vous marquez vos protéines au moment de leur synthèse, et ensuite vous suivez ce qu'elles deviennent à l'intérieur de la cellule. Ça, c'est la chasse. Alors, comment est-ce qu'on fait ça en pratique, techniquement? Comment est-ce qu'on fait cette expérience de marquage et de chasse? Historiquement, ce qui a été utilisé, c'était des acides aminés radioactifs. Donc, vous avez des cellules bêta du pancréas, donc des cellules qui fabriquent presque que des protéines qui sont sécrétées. Et puis vous les incubez pendant 3 minutes. Dans le milieu, vous mettez un acide aminé, la leucine, radioactif. Dans ce cas-là, c'était du tritium. Et donc pendant 3 minutes, toutes les protéines qui sont synthétisées, elles utilisent de la leucine radioactive. Donc elles sont radioactives. Au bout de 3 minutes, vous changez le milieu et vous remplacez par un autre milieu qui maintenant contient de la leucine non radioactive, non tritiée. Et donc pendant cette période, les protéines nouvellement synthétisées, elles vont utiliser la leucine que vous avez fournie, qui est non tritiée, et donc elles seront non radioactives.
Et donc ça, c'est la période de chasse. Vous avez de la leucine non triciée qui est offerte aux cellules. Alors, si je fais ça, si je fais 3 minutes de marquage, puis je regarde où sont les protéines nouvellement synthétisées, ça va me dire où elles vont au moment de leur synthèse. Ensuite, je peux regarder 10 minutes plus tard, après 10 minutes de chasse, 20 minutes de chasse, 30 minutes de chasse, puis je verrai dans quel compartiment passent ces protéines. Mais comment est-ce que je vois? Parce que là, c'est bien, j'ai une cellule, et dans ma cellule, il y a des protéines radioactives. Comment est-ce que je repère dans ma cellule les protéines radioactives et comment est-ce que je décide dans quel compartiment elles sont? Et pour faire ça correctement, j'ai besoin de faire ça en microscopie électronique pour avoir la résolution de la microscopie électronique. Donc, je prends une cellule, je l'incube 3 minutes avec de la leucine triciée, période de marquage, et dans ce cas-là, je fixe, j'interromps. Je prends la cellule, je la processe, je fais des coupes de microscopie électronique, et j'ai comme ça une coupe de microscopie électronique avec toute la structure d'une cellule que je peux voir, et en plus, dedans, il y a des protéines radioactives. Comment est-ce que je fais pour repérer ces protéines radioactives? Je coule sur cette coupe de microscopie électronique un très fin film de gélatine qui contient des cristaux de bromure d'argent. Ça, c'est, en fait, on est en train de faire, c'est comme de la photo argentique à l'ancienne. C'est comme ça que marchaient les photos au XXe siècle. Donc, quand il y a de la radioactivité qui est émise, elle est captée au niveau des cristaux de bromure d'argent. Et quand on révèle et puis on fixe, on a ici, si vous regardez avec un faible grossissement, un point noir. Si vous regardez avec un fort grossissement, ça apparaît comme un petit tortillon comme ça. Donc vous allez avoir, si vous regardez maintenant ça dans un microscope électronique, vous avez la coupe que vous allez pouvoir voir, et puis vous allez avoir, là où il y a des protéines radioactives, vous allez voir ces petits tortillons qui disent, là, il y avait une protéine radioactive. Et ça va ressembler à ça. Donc vous avez la coupe de microscopie électronique, ici le noyau, c'est pas la plus belle des coupes que j'ai vues, celle-là. Noyau, mitochondrie, et puis voilà, là il y a des protéines radioactives. Là, pas là. OK ? Donc on a un système ici qui nous permet de marquer les protéines pendant une durée donnée, de les suivre à l'intérieur de la cellule quand elles sont radioactives, et à chaque fois de pouvoir regarder en microscopie électronique où elles sont. Et ça va me permettre, de cette façon-là, d'identifier tous les compartiments par lesquels passe une protéine quand elle est sécrétée. Donc d'identifier tous les compartiments de la voie de sécrétion. OK, alors, le suspense est terrible. Où vont les protéines quand elles sont synthétisées? Où vont les protéines sécrétées? Les protéines destinées à être sécrétées, où vont-elles quand elles sont synthétisées? Le premier compartiment, c'est le réticulum endoplasmique. Ce n'est pas totalement par hasard que je vous en ai parlé avec tellement de détails. Donc les protéines qui sont destinées à être sécrétées, au moment de leur synthèse, elles ont toutes une séquence signal et elles sont toutes insérées dans le réticulum endoplasmique. Maintenant, si je fais 3 minutes de chasse, de marquage comme ici, et puis je fais une chasse, donc je vais voir où est-ce que vont les protéines après avoir été dans le réticulum endoplasmique. Au bout de 10 minutes à peu près, les temps sont approximatifs parce que ça dépend un peu des protéines. Mais au bout de 10 minutes de chasse, ma protéine qui était dans le réticulum endoplasmique se retrouve dans un autre compartiment dans la cellule que vous voyez ici. Vous avez ici des citernes. En voilà une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, qui sont chacune entourées par une membrane et qui forment ce qu'on appelle l'appareil de Golgi. L'appareil de Golgi qui a été découvert par M. Golgi à la fin du XIXe siècle et qui est donc constitué d'un empilement de citernes avec des citernes, les premières dans lesquelles les protéines arrivent en venant du réticulum endoplasmique qu'on appelle les citernes 6. Et puis ensuite, vos protéines en cours de sécrétion, elles se retrouvent à peu près au milieu de l'appareil de Golgi, citerne médiale, et ensuite, elles se retrouvent de l'autre côté, par rapport au côté dont elles sont arrivées, le côté trans de l'appareil de Golgi. Et en gros, il faut 20 minutes à une protéine qui est rentrée d'un côté
de l'appareil de Golgi du côté 6 pour traverser et se retrouver du côté trans. L'appareil de Golgi, son allure, hein, on en reparlera à d'autres occasions, mais son allure au niveau d'une cellule, là vous avez une cellule entière, vous avez ici, je devrais vous montrer cette cellule-là plutôt, vous avez une cellule entière, le noyau coloré en bleu, et l'appareil de Golgi ici. Donc ce n'est pas comme le réticulum endoplasmique qui est déployé dans toute la cellule, au contraire c'est un endroit dans la cellule où les protéines qui sont en cours de sécrétion se retrouvent. Et vous le voyez ici, marqué en immunofluorescence. Oui. Mais enfin, les protéines étaient dans un compartiment, le réticulum endoplasmique. Et ensuite, elles sont dans un autre compartiment, l'appareil de Golgi. Comment elles passent d'un compartiment à l'autre ? Je vous ai soigneusement expliqué que les protéines ne peuvent pas passer à travers les membranes, sauf quand il y a tout un mécanisme qui est là pour faire ça. Donc, comment est-ce qu'une protéine qui est dans le réticulum endoplasmique passe dans un autre compartiment complètement ? L'appareil de Golgi, vous le voyez ici, sur cette image magnifique de microscopie. Ah, cette image, elle est incroyable, de microscopie électronique. Regardez, vous avez ici un réticulum endoplasmique avec ses ribosomes, réticulum endoplasmique rugueux. Vous avez ici un appareil de Golgi, et juste là, vous avez un morceau de l'appareil du réticulum endoplasmique qui est en train de se détacher. Là, il s'est complètement détaché. Et vous avez ces vésicules qui sont ensuite transportées jusqu'à l'appareil de Golgi et qui viennent fusionner avec. Si vous le schématisez, vous avez 3 étapes principalement. Une étape où la membrane du réticulum endoplasmique bourgeonne, elle forme une excroissance, et puis une vésicule se forme. Notez, hein, le trait rouge ici, c'est une membrane, donc une bicouche lipidique. Ce n'est pas une micelle que vous voyez là. Il y a vraiment du cytosol ici, et là, il y a un intérieur de cette vésicule. La taille est d'à peu près de 50 nanomètres. Et puis, la vésicule est transportée et vient fusionner avec l'appareil de Golgi côté 6. Et de cette façon, il s'est passé 2 choses. D'abord, les protéines qui étaient dans le réticulum endoplasmique ont été transportées depuis le réticulum endoplasmique jusqu'au 6 Golgi. Et deuxièmement, une partie de la membrane du réticulum endoplasmique a été transportée depuis le réticulum endoplasmique jusqu'à l'appareil de Golgi côté 6. OK. Donc les protéines sont transportées, elles sont d'abord insérées dans le réticulum endoplasmique, elles sont ensuite transportées dans l'appareil de Golgi, elles traversent l'appareil de Golgi. On consacrera 1 heure de cours à essayer de comprendre comment les protéines sont transportées de cette façon-là à travers l'appareil de Golgi. Et puis, elles arrivent sur la face trans de l'appareil de Golgi et elles sont à ce moment-là empaquetées dans des granules de sécrétion. Donc, vous avez ici des protéines sécrétées agrégées que vous retrouvez ici, et puis une membrane autour. Cette structure s'est détachée du trans-Golgi. Là, vous remarquez que ici, c'est ce qu'on appelle des granules de sécrétion immatures. Les protéines occupent tout le volume du granule. Il y a une maturation des protéines qui a lieu dans les granules de sécrétion. Le contenu se condense un peu, et vous voyez cette granule de sécrétion qui est venue se coller contre la membrane plasmique, mais littéralement collée. Là, je zoome suffisamment pour qu'on voit la bicouche lipidique de la membrane plasmique et la bicouche lipidique du granule de sécrétion. Et donc jusque-là, vous avez fabriqué de l'insuline en l'occurrence, et vous l'avez stocké à l'intérieur des granules de sécrétion. Quand la cellule reçoit un signal, par exemple, il y a trop de sucre, elle libère les granules de sécrétion qui fusionnent avec la membrane plasmique et qui relâchent leur contenu, ici, une quantité d'insuline qui se retrouve à l'extérieur de la cellule et qui va passer dans le sang et réguler tous les processus physiologiques dépendants de l'insuline. Donc la voie de sécrétion, c'est réticulum endoplasmique,
appareil de Golgi, granule de sécrétion, et puis surface de la cellule. On peut le schématiser de cette façon. Réticulum, appareil de Golgi, granule de sécrétion immature d'abord, puis mature. On va voir ce que ça veut dire maturer pour un granule de sécrétion. Et ensuite, fusion avec la surface et sécrétion. Ce qui est important, c'est que les granules de sécrétion, ils fusionnent avec la surface de façon régulée. Donc votre cellule bêta, par exemple, du pancréas, elle fabrique de l'insuline en continu. Elle fabrique tout le temps de l'insuline. Elle fabrique des stocks d'insuline qu'elle stocke dans des granules de sécrétion, mais c'est seulement quand elle reçoit le bon signal qu'elle relâche l'insuline. Et la régulation se passe ici, l'étape de fusion des granules avec la surface. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une sécrétion régulée. Il y a en fait deux types de sécrétion. Cette sécrétion régulée, que je viens de vous montrer, qui répond à un signal, mais il y a aussi des protéines, des cellules. Alors, ce type de sécrétion, on l'observe chez des cellules spécialisées, qui sont spécialisées dans la sécrétion et dans la sécrétion régulée. Donc, typiquement, les cellules bêta du pancréas, mais vous verrez, il y en a d'autres, assez nombreuses, qui sont capables de faire ça. On a plein de cellules qui ne font pas du tout de sécrétion régulée. Donc, elles sont capables de synthétiser des protéines, de les injecter dans le réticulum, de les transporter à travers le Golgi, et puis jusqu'à la surface. Mais au lieu de faire ça dans des granules, elles font ça dans des vésicules, donc des choses beaucoup plus petites, premièrement. Et deuxièmement, des structures qui ne sont pas régulées, donc qui se forment en permanence au niveau du Golgi, et qui vont jusqu'à la surface de la cellule et qui fusionnent avec la surface de la cellule. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la sécrétion constitutive. Ça, on l'a dans toutes les cellules. Donc toutes les cellules ont de la sécrétion constitutive. Certaines cellules, en plus, ont de la sécrétion régulée avec des granules. Ces vésicules de sécrétion constitutive, elles sont capables d'embarquer à peu près toutes les protéines. Donc tout ce qui se trouve sur la face trans du Golgi peut se retrouver embarqué dans des vésicules de sécrétion. Il n'y a pas besoin de trier. En revanche, les granules, la cellule trie ce qu'elle met dans ces granules de sécrétion. Donc l'insuline va, par exemple, dans les granules de sécrétion, pas dans les vésicules de sécrétion constitutive, parce que sinon elle se retrouverait à l'extérieur de la cellule en permanence. Et donc, je vous ai mis une diapo qui résume ces deux grands types de sécrétion. Toutes les cellules ont de la sécrétion constitutive, certaines cellules, en plus, ont une sécrétion régulée. Et ça, c'est la voie de sécrétion. Réticulum, Golgi, surface, membrane plasmique. Enfin, granule de sécrétion, membrane plasmique. Ok. Pourquoi, au nom du ciel, les cellules font-elles tout ce boulot? Ce serait tellement plus simple de mettre le port de translocation dans la membrane plasmique et puis d'aller sécréter directement à l'extérieur ce que vous avez besoin de sécréter. Pourquoi mettre le port de translocation dans le réticulum endoplasmique? Pourquoi ensuite faire traverser à ces protéines qui ont été intégrées dans le réticulum endoplasmique tout un compartiment compliqué en plus, l'appareil de Golgi, puis les mettre dans des granules de sécrétion et puis les sécréter? La raison principale, c'est que la voie de sécrétion, elle a une grande fonction qui est de modifier les protéines. C'est ce qu'on appelle globalement les modifications post-traductionnelles. Donc, il y a des modifications post-traductionnelles de toutes sortes, pour toutes sortes de protéines, mais dans la voie de sécrétion, il y a tout un tas de modifications post-traductionnelles qu'on ne trouve que dans la voie de sécrétion. Alors, première modification post-traductionnelle des protéines, c'est leur repliement. Ça, vous allez le trouver pour n'importe quelle protéine dans la cellule, elles se replient toutes, qu'elles soient dans le cytosol, dans le noyau, enfin, dans le noyau, elles viennent du cytosol. Si elles sont dans le cytosol, dans la mitochondrie, dans le réticulum endoplasmique, à un moment, il faut qu'elles se replient. Et donc, le repliement, il se fait avec l'aide de protéines chaperones. Si vous prenez une protéine dans le réticulum endoplasmique, elle vient d'être synthétisée, elle ne s'est pas repliée du tout, elle est extrêmement instable. Elle a un problème de solubilité majeur, parce que cette protéine, elle a une alternance d'acides aminés hydrophiles et d'acides aminés hydrophobes. Et tout ça est exposé. Donc elle est un peu hydrophile, un peu hydrophobe, c'est pas génial pour être en solution. Si
les parties hydrophobes de cette protéine rentrent en contact avec les parties hydrophobes d'une autre protéine, elles vont s'agréger ensemble. Donc ce qui se passe dans le réticulum endoplasmique, c'est le repliement, dont on a déjà parlé, qui a pour fonction principale de cacher à l'intérieur de la protéine, pour effet principal, de cacher à l'intérieur de la protéine les acides aminés hydrophobes et de garder à la périphérie de la protéine les acides aminés hydrophiles, et cette protéine repliée, elle est soluble. Comme il y a cette phase un peu dangereuse, où votre protéine vient d'être synthétisée, voire même est en train d'être synthétisée, où elle n'est pas repliée, elle est mal fichue, il faut quelque chose qui stabilise la protéine. Donc une protéine qui s'associe avec votre protéine mal repliée, qui la reconnaît, et qui va simplement la stabiliser, éviter qu'elle s'agrège avec d'autres protéines, la stabiliser le temps qu'elle se replie. Ces protéines, on les appelle typiquement des chaperones. Ces protéines chaperones, elles escortent les protéines mal repliées jusqu'au moment où elles se replient correctement, et là, elles les relâchent. Un exemple de chaperone à l'intérieur du réticulum endoplasmique, c'est la protéine BIP, qui est une abréviation pour Binding Protein. Ce que je vous décris ici, vous avez l'exact équivalent dans le cytosol, avec d'autres protéines chaperones, dont le rôle est d'escorter les protéines tant qu'elles ne se sont pas repliées correctement. Deuxième modification post-traductionnelle, et celle-là, elle n'a lieu que dans le réticulum endoplasmique. C'est la formation de ponts disulfure. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un pont disulfure? Lors du repliement d'une protéine, vous compactez tous ces acides aminés et certains rentrent en contact les uns avec les autres. Quand deux cystéines rentrent en contact, vous avez donc un groupement CH2SH qui rentre en contact avec un autre groupement CH2SH. Et dans le réticulum endoplasmique, ces deux groupements SH peuvent réagir et former une liaison covalente maintenant. Donc CH2, S, S, CH2. Maintenant, ces deux cystéines sont attachées entre elles de façon covalente, c'est-à-dire solides et stables. Ça, c'est une oxydation, ce que vous observez ici. Oxydation, oxydoréduction, c'est toujours un petit peu compliqué. Donc, petit rappel, une oxydation, c'est une perte d'électrons. Donc, vos protéines ici, c'est vos deux acides aminés, quand ils se sont oxydés, ils ont relâché en même temps 2 H+, et 2 électrons. Et puisqu'ils ont perdu des électrons, ils ont été oxydés. Qu'est-ce qui est oxydé, oxydant? Qu'est-ce qui est réduit, réducteur? Je vous donne ma vision à moi, qui est une vision de non-spécialiste de l'oxydoréduction. Là, dehors, autour de nous, il y a de l'oxygène. Donc, le milieu externe, qui contient beaucoup d'oxygène, c'est un milieu oxydé, oxydant. Au contraire, l'intérieur de nos cellules, le cytosol, disons, c'est un milieu où vous trouvez du sucre, des choses en fait qui sont prêtes à brûler si vous lui donnez de l'oxygène. Du sucre, des protéines, du carbone avec de l'hydrogène. Dans certaines cellules, vous trouvez des hydrocarbures, puisque finalement, carbone, hydrogène, c'est des hydrocarbures. Donc ça, c'est un milieu qui n'est pas oxydant, c'est un milieu réducteur, réduit. Donc, l'extérieur d'une cellule, c'est oxydant. L'intérieur d'une cellule, c'est réduit, réducteur. Avec une exception, la voie de sécrétion. La voie de sécrétion, elle a une fonction particulière, qui est que les protéines qui vont être initialement injectées dans le réticulum endoplasmique sont transportées ensuite via l'appareil de Golgi jusque dehors. Et dehors, elles vont se retrouver en conditions oxydantes. Et donc, pour préparer ces protéines de façon correcte à ce qui les attend, les conditions d'oxydoréduction dans le réticulum endoplasmique, l'appareil de Golgi, les granules de sécrétion, en fait tout le long de la voie de sécrétion, les conditions sont oxydantes, comme l'extérieur de la cellule. Et c'est pour ça que si vous mettez deux cystéines l'une en face de l'autre,
dans un milieu oxydant, eh ben, elles s'oxydent, elles perdent leurs électrons. Vous faites la même chose avec une protéine dans le cytosol. Milieu réducteur, vous mettez 2 cystéines l'une en face de l'autre, on est dans un milieu réducteur, il n'y a pas de raison que ces 2 cystéines s'oxydent, elles vont rester l'une en face de l'autre sans former de pont covalent. Et donc, le seul endroit dans la cellule où on forme des ponts disulfures, c'est le réticulum endoplasmique. Ils sont ensuite, une fois formés dans le réticulum endoplasmique, maintenus pour les protéines qui traversent Golgi, granules de sécrétion et qui sont sécrétées à l'extérieur. Les ponts disulfures, ils ont 2 intérêts. Ils peuvent soit stabiliser une protéine repliée. Donc vous avez une protéine qui s'est repliée, mais si lors du repliement vous mettez face à face 2 cystéines et que vous formez un pont disulfure, il y a maintenant une liaison covalente ici qui restera en permanence, puisque cette protéine qui est dans le réticulum, toutes les différentes destinations qu'elle peut avoir, réticulum, Golgi, granules de sécrétion extérieure, c'est des milieux oxydants. Donc un pont disulfure, c'est stable en conditions oxydantes. Et donc cette protéine, elle s'est repliée, et grâce à ces 2 cystéines, elle forme un pont disulfure et elle est stable maintenant. Son repliement est stable. Elle est plus résistante à la dénaturation qu'une protéine qui n'a pas été stabilisée par un pont disulfure. Donc ça, c'est un premier intérêt. Stabiliser avec des ponts disulfures intraprotéiques les protéines. Et puis la deuxième possibilité, et vous rencontrerez les deux dans plein de cas particuliers qui correspondent aux différents cours que vous allez avoir. Dans d'autres cas, les ponts disulfures se forment entre 2 protéines différentes. Donc c'est un pont disulfure interprotéique et qui permet d'associer 2 protéines de façon stable. Maintenant, elles sont sécrétées, elles resteront ensemble quoi qu'il arrive parce qu'elles ont un pont disulfure qui les lie. Troisième modification qui se produit le long de la voie de sécrétion, donc au passage, donc repliement dans le réticulum endoplasmique. Formation de pont disulfure dans le réticulum endoplasmique. C'est là que ça se passe. Troisième cas, plus compliqué, c'est la glycosylation. La glycosylation, c'est la fixation de sucre sur des protéines de façon enzymatique et contrôlée. Donc typiquement, quand une protéine est synthétisée dans le réticulum endoplasmique, au niveau des acides aminés asparagines, elle peut être reconnue par des enzymes qui ajoutent à cet endroit-là, sur la protéine, un sucre, et un sucre compliqué. Avec, et là je le précise, on s'en fiche de la composition exacte du sucre, je ne la connais pas, je ne vous demande pas de la connaître, mais il y a 2 N-acétylglucosamines, des mannoses et puis des glucoses. Okay, ça c'est le sucre complexe qui est fixé en bloc sur une protéine qui vient d'être synthétisée dans le réticulum endoplasmique. Ce sucre complexe, il va être modifié tout au long de la vie de cette protéine. D'abord, dans le réticulum endoplasmique, ces 3 glucoses qui sont présents vont être supprimés. L'intérêt, c'est de permettre à la cellule de savoir est-ce que la protéine a eu un peu de temps de maturation, parce qu'il faut un peu de temps pour retirer les glucoses. Donc ça maintient la protéine dans le réticulum pendant un petit moment. Ensuite, la protéine est transportée. Il y a un mannose aussi qui est supprimé dans le réticulum endoplasmique. Ensuite, la protéine est transportée. Elle arrive dans le cis-Golgi. Dans le cis-Golgi, et puis ensuite, elle traverse, elle va dans le medium Golgi. Et dans les deux, on trouve des enzymes qui, à nouveau, retirent des sucres. Et tous ces résidus mannose, ces 5-là, vont être supprimés. Et quand la protéine se retrouve dans le medium Golgi, elle porte maintenant un sucre, version courte, où il ne reste plus que ça du sucre originel qui a été fixé dans le réticulum endoplasmique. Et ensuite, à partir de là, grâce à des enzymes qui maintenant, au lieu de retirer des sucres, en rajoutent, donc des glycosyltransférases, plutôt que des glycosidases qui retiraient des sucres, eh bien, on va rallonger le sucre. Donc d'abord, dans le médium Golgi, il y a addition de N-acétylglucosamine. À nouveau, on s'en fiche. Je vous décris ça parce que si je pourrais vous le décrire en vous disant il y a des sucres, un sucre 1, un sucre 2, un sucre 3, c'est plus facile de vous dire ce que c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut l'apprendre par cœur. Ensuite,
Dans le trans-Golgi, vous avez addition de galactose, puis vous avez addition d'acide sialique. Et à la fin, le sucre mature qui est présent chez la protéine qui est prête à être sécrétée, c'est un sucre qui a à peu près cette tête-là. Donc une partie a été ajoutée dans le réticulum endoplasmique, une partie dans le médium Golgi, une partie dans le trans-Golgi. Je précise, je vous montre ici un sucre typique. Il y a plein de variations sur ce schéma, et ce n'est pas un détail parce que ce n'est pas toujours le même sucre avec lequel on finit. Ça, c'est un sucre classique, une protéine sécrétée, elle porte souvent des sucres comme ça. Mais il peut y avoir des variantes. Les enzymes qui font ça, les enzymes qui assurent la glycosylation, ce sont des enzymes qui typiquement sont des protéines transmembranaires. Elles ont un domaine luminal dans la lumière du réticulum endoplasmique ou dans la lumière de l'appareil de Golgi, selon la protéine dont on parle. Et puis, elles ont un domaine transmembranaire et un tout petit domaine cytosolique. Ça leur permet d'être attachées aux membranes, et elles sont, certaines d'entre elles, dans la membrane du réticulum endoplasmique, d'autres dans la membrane des différents compartiments de l'appareil de Golgi. Et leur rôle, quand c'est des glycosidases, c'est de retirer un ou deux sucres. Quand c'est des glycosyltransférases, c'est de rajouter des sucres sur le sucre qui est en train d'être maturé. Donc vous démarrez avec un sucre dans le réticulum endoplasmique et vous maturez et vous finissez avec un sucre mature dans la protéine sécrétée. À quoi ça sert de mettre des sucres sur des protéines? Ça a un rôle structural déjà. À quoi ça sert les sucres? C'est comme de dire à quoi sert la lysine. C'est un élément des protéines parmi d'autres. Donc, les sucres participent à la structure, au repliement des protéines exactement au même titre que les acides aminés. Mais le deuxième élément, c'est que les sucres peuvent être reconnus par des récepteurs spécifiques. Des récepteurs intracellulaires qui, quand ils reconnaissent certains types de sucres, vont trier de façon spéciale les protéines. On verra des exemples. Ou par des récepteurs de la surface cellulaire qui sont capables, par exemple, de reconnaître certains types de sucres qui sont présents à la surface d'autres cellules, ou de reconnaître certaines protéines qui portent des sucres particuliers. Quatrième modification post-traductionnelle qu'on trouve dans la voie de sécrétion. Je reprends. Repliement, vous le trouvez partout. Toutes les protéines se replient, que ce soit dans le cytosol ou dans la voie de sécrétion. Pont disulfure, c'est que dans la voie de sécrétion, et ça se passe dans le réticulum endoplasmique. Glycosylation, en tout cas le type de glycosylation que je viens de vous montrer, c'est que dans la voie de sécrétion que ça se passe. C'est à l'intérieur du réticulum et du Golgi que ça se passe. Quatrième type, vous trouverez des équivalents dans le cytosol, c'est la maturation protéolytique. C'est-à-dire, vous avez une protéine, et puis en cours de maturation, vous allez la couper en morceaux. Donc, dans un sens, toutes les protéines sécrétées, très grande majorité des protéines sécrétées, subissent une maturation protéolytique, parce que la première maturation protéolytique, c'est de retirer la séquence signal. Et c'est une règle générale que normalement on perd la séquence signal. Il y a des exceptions. Si vous prenez maintenant le cas de l'insuline, puisque c'est de là qu'on est parti, l'insuline, c'est une protéine relativement simple. Elle n'est pas très très grande. Quand elle se replie dans le réticulum endoplasmique, elle forme des ponts disulfures, elle perd sa séquence signal. Et dans le réticulum endoplasmique, elle se retrouve sous la forme de ce qu'on appelle la proinsuline. Elle est ensuite transportée dans le Golgi, c'est toujours de la proinsuline, elle n'est pas glycosylée, c'est pas de sucre ajouté, c'est beaucoup plus simple. Et à un moment, dans les granules de sécrétion, donc juste avant, lors de la maturation du granule de sécrétion, l'insuline mature. Il y a là une protéase qui coupe l'insuline et qui retire ce morceau, de là à là. Cette insuline, si vous l'injectez à un patient, elle n'a aucune activité, c'est celle-là la forme active. Il n'y a que celle-là qui est capable d'induire les effets physiologiques de l'insuline. Donc la maturation protéolytique, dans ce cas-là, dans les granules de sécrétion, elle est essentielle pour que l'insuline devienne active. Alors il ne faut pas croire, la maturation protéolytique, ce n'est pas juste, c'est toujours la même chose, ça dépend des cellules finalement, ça peut se moduler. Si vous ne mettez pas les mêmes protéases dans différentes cellules, vous n'aurez pas le même processing de vos protéines dans la voie de sécrétion, et donc vous n'allez pas sécréter la même chose. Et il y a un exemple célébrissime que vous connaissez tous et toutes, c'est la maturation du préproglucagon.
Si, vous connaissez la maturation du préproglucagon. En réalité, le préproglucagon, c'est une protéine de 158 acides aminés. C'est une protéine qui est synthétisée en particulier dans les cellules du pancréas, les cellules alpha, pas les cellules bêta qui font l'insuline, les cellules alpha. Et dans les cellules alpha, qui sont également des cellules sécrétrices, il y a une protéase qu'on appelle la protéase PC2, et cette protéase est capable de découper le préproglucagon et de libérer ce peptide qui va de la position 33 à la position 61, et ça, c'est le glucagon actif. À quoi ça sert ce système? Vous êtes maintenant en manque de sucre. Ça fait longtemps que vous n'avez pas mangé. Vos cellules alpha réagissent à ça. Elles sécrètent, quand elles manquent de sucre, elles sécrètent du glucagon. Le glucagon va aller jusqu'à des organes cibles, par exemple le foie, et leur signaler qu'il faut relâcher du glucose. Donc c'est une action inverse de celle de l'insuline. Et typiquement, quand les cellules alpha sécrètent du glucagon, vous allez avoir une augmentation de la glycémie. Donc de la même façon que l'insuline, quand il y a trop de sucre, fait baisser la concentration de glucose, au contraire, le glucagon, quand il n'y a pas assez de sucre, va faire augmenter la concentration de glucose circulant. Ouais, bon, vous aviez peut-être entendu parler, mais quand même pas tant que ça, vos parents non plus. Mais ce dont vous avez entendu parler, c'est l'autre cas de maturation du préproglucagon. Ça se passe dans la cellule intestinale L, qui, elle, exprime une autre protéase, la protéase PC1. Et parce que ce n'est pas la même protéase, ce qu'on fabrique, ce n'est pas le même peptide à la sortie, c'est le peptide qui va de 72 à 107. Et ce peptide, il s'appelle le glucagon-like peptide, GLP1. Et ce peptide, sa fonction, c'est qu'il est sécrété. Alors, quand vous avez mangé, quand il y a de la nourriture dans votre intestin, les cellules intestinales, elles le sentent, elles relarguent du GLP1. Le GLP1 gagne vos neurones et, je simplifie, entraîne une diminution de l'appétit. Et donc, c'est bien, c'est normal, vous avez l'intestin plein, vous dites au cerveau d'arrêter de manger. C'est une bonne chose. Et ça, le GLP1, c'est les nouveaux médicaments coupe-faim, c'est les nouvelles injections, c'est Ozempic et compagnie. Donc vous connaissez probablement tous quelqu'un qui s'injecte de l'Ozempic, va pas forcément vous le dire, mais c'est le médicament coupe-faim fantastique basé sur un mécanisme physiologique où en fait on copie ce GLP1 et on fait des formes stables et on les injecte, et puis ça agit sur les neurones et ça fait diminuer l'appétit. Vous voyez ça? C'est une variation. Il y a deux cellules qui font des choses complètement différentes dans l'organisme de cette façon. Je précise, vraiment, en fait, c'est plus compliqué. Parce que, vous voyez, vous avez ces 158 acides aminés, donc vous faites du glucagon avec, vous faites du GLP1 avec, mais d'abord, le glucagon et le GLP1 agissent sur beaucoup de cibles différentes, et moi je vous en ai décrit qu'une, et encore de façon superficielle, mais en plus il y a d'autres peptides qui sont fabriqués, qui ont d'autres fonctions. Ce n'est pas du tout notre but de regarder ça aujourd'hui. Et je voudrais prendre ces dernières minutes maintenant pour parler des protéines recombinantes thérapeutiques, parce qu'à nouveau, on parle de biologie cellulaire fondamentale, mais en réalité, là, on est dans la production et le développement de médicaments. Et d'abord, l'insuline, 1982, ben oui, à peu près après qu'on ait fini de décrire toute cette voie de sécrétion et de comprendre ce qui s'y passait, première insuline recombinante commerciale, produite en bactéries. Pourquoi en bactéries? Parce que les bactéries, ça ne fait pas de sucre. C'est beaucoup plus facile de produire en bactéries, mais ce n'est pas capable de glycosyler. Pas grave, l'insuline, ce n'est pas glycosylé. Donc, 1982, on a maintenant de l'insuline qui est produite de façon recombinante. 1985, l'hormone de croissance recombinante, produite en bactéries aussi. 1989, ça c'est plus compliqué, c'est l'EPO, érythropoïétine, recombinante, commerciale. Et là, c'est produit en cellules mammifères parce qu'il y a des sucres, différentes sortes de sucres sur cette protéine. Donc on est obligé d'utiliser une cellule de mammifère, qui est la seule à savoir faire ça. Vous prenez quelqu'un qui est anémique, vous lui faites toutes les injections que vous voulez, de sang en particulier. Vous pouvez faire varier un peu l'hématocrite, mais vous traitez à l'EPO et vous avez un effet bénéfique majeur. Les anticorps thérapeutiques, c'est des molécules de plus en plus compliquées.
mais qui, elles, vous voyez, avec plein de ponts disulfure, avec des sucres, avec plusieurs chaînes. Mais ça, c'est à peu près un tiers des nouveaux traitements qui sortent aujourd'hui, en particulier les traitements anticancéreux. Tous ces azélizumab, abituzumab, adalimumab et compagnie, UMAB comme Human Antibody. Donc ce sont des nouveaux traitements. C'est un des domaines où la voie de sécrétion, finalement, si vous l'avez compris, vous êtes capable de faire des nouveaux médicaments. Et ça, c'est un des développements majeurs en thérapeutique. Je vous remercie. Je vais juste faire mon petit ménage et je suis à vous.